anavim lo ishten. Et même des raisins qu'on macéré dans de l'eau, on n'aura pas le droit de boire cette eau-là. Donc ça prouve bien que ce n'est pas simplement l'interdit de manger un raisin, mais c'est également le goût du raisin qui sort dans l'eau qui est interdit. Donc on a deux preuves que Tosfot il apporte, que non seulement l'aliment est interdit à la consommation, même un petit morceau, mais même le goût qui sort de l'aliment est interdit. Donc ça c'est la deuxième étape. Première étape, c'est qu'un aliment il est interdit même un petit morceau, et pas simplement un morceau de l'aliment, même le goût qui sort d'un aliment est interdit d'en profiter. Maintenant il y a une troisième étape, qui est en vérité un niveau encore plus bas, parce que de manger l'aliment lui-même, c'est vraiment consistant. Le goût, c'est moins consistant que de prendre un morceau. Mais il y a quelque chose qui est plus bas, c'est ce qu'on appelle l'odeur. Recha, le réa. L'odeur, c'est quelque chose de moins consistant que le goût. Et dans la Gemara Psachim d'Afaïn Vav, on a une discussion entre deux Amoraïm, Rav et Lévi. Est-ce que le goût qui pourrait provenir d'une odeur serait aussi interdite ou pas? Par exemple, le cas du Talmud, il est très simple. C'est que si on prend par exemple, à l'époque du Talmud, même, il ne faut pas aller trop loin, on peut même remonter 100 ans en arrière, personne n'avait de four personnel à la maison. Donc on faisait des fois un feu de bois pour cuisiner des choses, mais des fois on voulait faire des choses au four. Donc on utilisait un four général. Donc on habitait dans des petites shrounotes, et il y avait, surtout à l'époque du Talmud, il y avait des grands fours. Et dans ces grands fours, on pouvait cuisiner, donc plusieurs personnes pouvaient venir allumer sa casserole ou même griller quelque chose au four sans casserole, mettre ça sur un chipoud pour faire griller la viande. Donc on pouvait cuisiner de la viande là, un autre monsieur cuisinait de l'autre viande de l'autre côté. Et donc ce qui pouvait se passer, c'est qu'il y avait des fois un four, il y avait aussi des non-juifs qui pouvaient venir utiliser. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer si, pendant que moi je suis en train de faire rôtir un poulet, est-ce que lui, lorsqu'il fait rôtir sa viande pas cachère, qu'est-ce qui va se passer bédiavad, après coup? Est-ce que c'est évident que ce qui va se passer, c'est qu'il y a de l'odeur qui va s'imprégner d'un aliment sur l'autre. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer avec mon poulet qui est cachère, qui va se faire imprégner d'odeur. Alors, on parle d'odeur, on parle bien sûr, j'ai bien précisé que je parle de fours de l'époque. Les fours d'aujourd'hui sont plus complexes, sont plus graves que les fours de l'époque, étant donné qu'ils sont petits, hermétiques, fermés, en métal. À l'époque, c'était pas du métal, c'était des pierres, ça pouvait être aussi même en argile. Mais en tout cas, le métal complètement fermé, si vous regardez des fois devant la vitre d'un four, vous allez voir qu'il y a de la buée. La buée, c'est beaucoup plus grave que de l'odeur. C'est vraiment consistant. C'est de la vapeur. Donc, aujourd'hui, on parle de vapeur. Les vapeurs, c'est beaucoup plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire d'erreur de mettre des aliments cachers et pas cachers en même temps dans le four, ou de lait et de la viande, ou même l'un après l'autre. Ça peut avoir reçu une vapeur de viande, ensuite recevoir une vapeur de lait. Donc, si le four n'est pas cachérisé entre les deux, je ne vais pas montrer que chez nous, par exemple, chez Chabad, on ne cachérise pas un four de viande et lait, on ne s'amuse pas à faire le ping-pong du fait qu'on peut facilement oublier la dernière utilisation. Vous levez un matin, vous dites, mon four hier il était lait, donc je fais un gâteau lait. Et la personne elle a oublié que hier c'était viande. Ça peut arriver à force de faire ce ping-pong. C'est un Magen Avraham dans le Crotion Tos dans ta poussière qui dit qu'on ne peut pas s'amuser à cachériser, même avec les lois de cachérisation, un kéli pour le faire une fois lait, une fois viande. Bon, c'est l'opinion de Chabad sur les fours, il y a d'autres opinions qui permettent, mais en tout cas, aujourd'hui les fours sont beaucoup plus graves que les fours de l'époque puisqu'il y a de la vapeur. Nous on ne parle pas de vapeur ici, on parle d'odeur, réâtre. D'accord? Par exemple, vous marchez dans la rue, vous avez des fois une odeur d'un boucher qui est en train de faire un boulet. D'accord? Donc ça, c'est pas de la vapeur, c'est de l'odeur. Dans le four de l'époque, il y avait de l'odeur qui pouvait partir de l'un sur l'autre. Donc la discussion, c'est est-ce que cette odeur, elle est problématique ou pas? Rav, il pense que oui, et Lévi pense que non. Rav, il dit Recha Miltaï, c'est considéré comme quelque chose, et Lévi dit Recha Lav Miltaï. La halakha, elle est comme Lévi. Dans les fours de l'époque,
un scénario pareil se serait produit, notre poulet resterait cachère. Parce qu'il a reçu simplement de l'odeur. Vous avez bien vu que pour le goût, il fallait amener des preuves. On a dû apporter 2 preuves pour interdire le goût. On n'a pas de preuves pour interdire l'odeur. Donc c'est pour ça que Lévi dit, là, la aussi, que concrètement ça se serait passé, il n'y aurait pas de problème. Comme ça c'est tranché dans Yoredia, dans Shulchan Aruch, c'est moins tout prête, que les odeurs sont problématiques. Sont pas problématiques. Il y a un cas de l'époque du Shulchan Aruch qui pourrait être problématique, c'est si le four il est petit et fermé mais pas en métal, où là-bas, le Ramon, qui est l'auteur des décisionnaires ashkénazim, lui, il pense que s'il n'y a pas de grosses pertes, il faudrait mieux interdire. Mais ce que moi je voulais que vous retenez, c'est simplement que, en général, la halakha, elle est comme Lévi et pas comme Rav, et donc l'odeur n'est pas assez forte pour interdire un aliment. Recha lavmiltaï. Et c'est pour ça que il y a une autre question qui s'est posée dans les poskim, qui était la suivante. Celui qui en parle, c'est le Shilte Giborim. Si vous avez vu à la fin de la Gemara, il y a le Rif. Ça dit ça qu'elle facile. Alors vous avez le Ran à côté, et à côté vous avez des toutes petites écritures, et là-bas il y a le Shilte Giborim. Ça s'appelle Rabbi Yoshua Boaz. Il était un Chacham italien il y a 600 ans en arrière, et lui il se posait une grande question. Il s'est dit, toute notre question ici, c'est par rapport à la consommation. La Torah nous a interdit de manger un aliment pas cachère. Maintenant, mon poulet, il a été grillé en même temps dans le même four qu'un aliment non cachère. Donc, il a reçu une odeur. Mais ma question, elle était, est-ce que je peux consommer mon poulet avec l'odeur qu'il a reçue de la viande non cachère? On a répondu que oui, comme les vir et chalav miltaïm. Mais est-ce que je pourrais sentir avec le nez, est-ce que je pourrais sentir une odeur non cachère? Des khatrila. Pourquoi? Peut-être c'est différent, parce que c'est peut-être pas considéré comme de la consommation, mais peut-être que c'est considéré quand même comme un certain profit, puisque une bonne viande, même si elle n'est pas cachère, elle peut avoir une bonne odeur, etc. Alors est-ce qu'on peut en profiter? Alors le Shilta Giborim, il veut dire qu'il faut être marmir, parce qu'il considère quand même que c'est comme si que je viens directement manger par cette phrase, c'est pas par la bouche, c'est par les narines, mais c'est comme si que je viens manger en sentant cette odeur. Mais concrètement, ça ne tient pas à la route. Le rov des décisionnaires, le Filtre Tchouva, dans la semaine Koufret, c'est le Katan Gimel, le Filtre Tchouva, il écrit clairement, il amène un grand décisionnaire qui s'appelle le Imunat Shmuel, qui dit que c'est évident que sentir une odeur d'un aliment pas cachère, il n'y a aucun interdit, puisque l'odeur n'est pas considérée comme quelque chose. Donc on peut même l'echatrila sentir une odeur interdite, d'après la halakha. Et c'est pour ça qu'on a le droit, par exemple, de sentir des odeurs pendant même Yom Kippour. On peut même sentir des odeurs pendant les ta'aniot, on peut fumer pendant un ta'anit. Il y a le Frida Kadosh qui dit que c'est pas bien de fumer pendant Tisha B'Av. Bon, c'est une combat qui n'a pas été cette fois respectée par tout le monde, mais pas à cause que c'est considéré comme manger, simplement à cause que c'est un petit peu, ça contredit la veloute. On est dans un moment de deuil, et de fumer, c'est une sorte un peu une manière de se décontracter, qui n'est pas compatible à la journée de Tisha B'Av. Il dit ceux qui veulent au moins respecter cette loi de ne pas fumer Tisha B'Av, ça serait bien, et s'ils n'arrivent pas à se retenir, qu'ils se retiennent au moins jusqu'à Chatzot de Tisha B'Av. Mais concrètement, dans la halakha, de sentir une odeur, ça ne s'appelle pas la consommer, ça ne s'appelle pas manger. Donc, d'après la halakha, des fois, des gens ils vont se sentir mal, ils passent dans la rue, il y a la boucherie cheval, je ne sais pas, donc ils m'envoient une odeur interdite. On a envie de passer le trottoir, peut-être, pour ne pas profiter. Bon, c'est un sentiment chassidique qui est respectable. Mais halakhiquement parlant, on n'a aucun problème. La halakha, en plus forte raison lorsque vous n'êtes pas parti dans cette rue que pour sentir. C'est même pas votre intention, ça vous arrive automatiquement. Mais à la fin, on pourrait même, les khatrila même le sentir. Ça ne veut pas manger lorsque je sens une odeur. Et ça se base sur le klal de Lévi, qu'on a dit tout à l'heure, que recha lave miltaï. Maintenant, on avance une étape en plus. Donc, on a appris qu'on n'a pas le droit de consommer même un petit morceau d'aliment. On a appris qu'on ne peut pas recevoir même le goût d'un aliment. C'est interdit de manière toranique. On a appris que l'odeur,
c'est pas considéré comme consistant, même pas comme le goût. Et donc ça, c'est autorisé. Maintenant, la majorité des aliments qui sont interdits, ce sont des aliments qui sont interdits simplement à la consommation. Il y a très peu d'aliments dans la Torah qui sont interdits béana, ça veut dire au profit. Par exemple, du chametz, par exemple, c'est interdit béana. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de issours qui sont interdits. Le cheval, et tous les animaux interdits, tous les poissons interdits, c'est simplement interdit à la consommation. Quelqu'un, par exemple, qui se serait trompé, il aurait acheté pour 200 € d'aliments pas cachers. Il les revend à un goy, il peut profiter de cet argent. Par contre, lorsque un aliment est interdit béana, quelqu'un il aura acheté du vin, du yain nesser, du vin de Avodah Zarah, il ne peut pas le revendre. Même s'il a dépensé 10 000 €, il ne peut pas le revendre. On ne peut pas d'y profiter, ni en faire profiter à quelqu'un en l'offrant à un non-juif, même pour même pas, ou lui-même en le donnant à manger à un animal qui ne nous appartient même pas. Un kélev chez l'Efter, comme c'est marqué dans Rochaim Simon Tov Memchet. Ça veut dire, concrètement, que très peu de Issourim sont des interdits de Hanar. C'est-à-dire pas simplement que c'est interdit de consommer, mais d'en tirer un profit. Donc la question c'est, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait sentir un aliment non cachère, d'après la halakha. Mais est-ce qu'on a le droit de sentir un aliment qui est non cachère mais interdit au profit? Interdit béana. Par exemple, sentir pendant Pessah, il y a une boulangerie non-juive qui fonctionne, et j'ai envie de sentir une odeur, les pains au chocolat viennent sortir du four là-bas, ça m'intéresse de sentir. Est-ce que je fais un interdit ou pas? Donc là, c'est plus complexe. Je ne peux pas apprendre de la halakha précédente, parce que là-bas, c'était des interdits halachiques de consommation, non pas de profit. Alors, il y a une Gemara dans Avodah Zarah, c'est basé sur le Mishnah en Daf Bet Amudbet. À l'époque, les non-juifs qui faisaient l'idolâtrie, eh ben, ce qui se passait, c'est que dans les magasins, ils prenaient des hadassim et des roses, des vradim, et ils les approchaient d'abord devant leur idole, donc ce qu'on appelle dans la halakha tikrovet avodah zarah, c'est un guide d'un sacrifice de avodah zarah. Et après ils en étaient servis de korban en vérité de avodah zarah, et bien ils les mettaient devant leur magasin. Il y avait une très très bonne odeur, et quand les gens ils venaient acheter le jour des fêtes, ils profitaient en même temps de la bonne odeur de ces roses et de ces hadassim. Et la Mishnah, elle dit, Mefourash, Lo ikanes Adam, Bachanuyot Amerutarot. Ne rentrez pas dans des magasins qui sont décorés par ces roses-là. Et Rashi explique pourquoi. Il dit parce que comme c'est de la Avodah Zarah, et la Avodah Zarah, c'est pas simplement interdit à la consommation, c'est interdit au profit. Donc de profiter d'une odeur qui est interdite, c'est interdit. Donc ça, on a une preuve, une Mishnah claire, qui nous interdit de sentir quelque chose qui est interdit, donc qui est interdit béana. Mais ça ne va pas être évident que le chametz est interdit de le sentir après ça. Vous allez voir la nuance qu'il y a entre du chametz et une rose et des hadassim. Il y a une Gemara, donc qui va être très importante pour qu'on puisse déduire notre question de la cigarette. Cette Gemara, elle s'appelle la Sougia de Batia. Pas Batia en le nom, mais Batia, c'est une Sougia de la Avodah Zarah de la Samara Bamudbet. Batia, c'est très simple, c'est un mot qui vous paraît bizarre. C'est une paille, une cachette, on va dire une paille. Maintenant, à l'époque, on faisait du vin. Aujourd'hui aussi, mais à l'époque, c'était, je pense que beaucoup de personnes faisaient du vin, les particuliers faisaient du vin. Et ils s'étaient mis dans des tonneaux. Donc au début, c'est du jus de raisin. Après, au bout de 40 jours, chaque jus de raisin se transforme en vin. Aujourd'hui, si notre jus de raisin il reste des mois à la maison, et c'est pas du vin, c'est qu'ils ont mis des produits chimiques à l'intérieur qui ont retiré la possibilité d'alcool. Mais à la base, chaque vin, d'accord, chaque jus de raisin qui passe 40 jours dans une cave, c'est du vin, automatiquement. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, il n'y avait pas de jus de raisin après ça n'existait pas. La Gemara dit que quelqu'un qui ne supporte pas le vin, il se force à le prendre pour les 4 kosotes. Pourquoi il se forcerait? Il pourrait prendre du jus de raisin d'après la halakha. Il n'y avait pas de jus de raisin, c'était impossible d'avoir du jus de raisin après ça, parce que les raisins ils s'arrêtaient en Eretz jusqu'à aujourd'hui. Les raisins ils arrivent jusqu'à Tishri, Cheshvan.
qui se lève. Des fois, ça dépend.